ce stress va créer une hyperactivation, un hypermétabolisme dans les centres d'éveil, mais aussi une hyperactivation et un hypermétabolisme dans les centres de coordination des émotions, dans la partie corticale du cerveau. Et donc, et puis aussi une hyperactivation dans les centres de coordination cognitive. Donc tout ça fait en sorte que la personne devient insomniaque. Alors que faire si l'on est en proie à des insomnies à cause de cette psychose de peur liée à la crise sanitaire, au coronavirus? Que faire? Alors le coronavirus, comme ça crée une psychose de peur, ça crée des insomnies que nous appelons des insomnies aiguës, c'est-à-dire des insomnies qui datent de moins d'un mois, qui sont récentes. Elles peuvent être sévères, mais elles sont des insomnies aiguës. Alors on va donner à ce malade des traitements qui sont appropriés, qui sont essentiellement des anxiolytiques, des hypnotiques, des antidépresseurs hypnotiques, ce genre de médicaments que nous appelons en général les psychotropes. Il faut une consultation et par rapport à l'insomnie, la consultation peut prendre du temps. Donc il faut une consultation qui va aller dans le passé du malade, qui va aller dans sa vie quotidienne, qui va voir ses habitudes de sommeil, son hygiène de sommeil, etc. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est cause, n'est-ce pas, de cette insomnie. Et on va essayer également de mesurer la sévérité de cette insomnie. On va essayer de trouver ce que nous appelons les comorbidités, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont insomniaques avec beaucoup d'anxiété, d'autres qui sont insomniaques sans anxiété, d'autres sont insomniaques avec un niveau de dépression élevé, parce que ces comorbidités vont être prises en cause et prises en charge dans le traitement. Voilà. Et puis, on peut être amené à faire une vidéopolissomnographie de ce malade-là pour avoir, n'est-ce pas, tous les aspects neurophysiologiques de ce sommeil malade. On va le prendre pour toute une nuit. On enregistre de 22h à 6h du matin son sommeil et on l'analyse sur écran d'ordinateur pour comprendre et faire le diagnostic neurophysiologique de l'insomnie, pour pouvoir voir quel genre d'insomnie il fait. Est-ce que c'est une insomnie de déficit de sommeil? Est-ce que c'est une insomnie d'initiation, de maintien, de réveil précoce? Est-ce que c'est une insomnie de déficit de sommeil? Est-ce que c'est une insomnie de bouleversement de l'architecture du sommeil par une prédominante de sommeil et de stade 1 et 2? Est-ce que c'est une insomnie paradoxale? Et c'est l'enregistrement du sommeil par la vidéopolissomnographie qui nous rend ces évidences neurophysiologiques. Et alors, je me souviens que j'ai eu à faire une consultation à distance à un malade qui était à Maroua, et moi je suis à Douala, et puis nous avons travaillé sur WhatsApp, et j'ai pu lui proposer un traitement. Mais il restait que ce malade devait venir faire son enregistrement, et il n'est jamais venu. La consultation à distance est possible. Mais en médecine du sommeil, pratiquement tous les malades doivent passer à l'enregistrement du sommeil pour qu'on ait l'aspect neurophysiologique. Parce qu'il y a ce que le malade dit et il y a ce que l'appareil qui analyse le sommeil dit. Il faut les deux pour avoir une idée plus générale et plus complète du sommeil, pour pouvoir faire un diagnostic neurophysiologique de ce sommeil-là. Ce que le malade dit est important, mais ce n'est pas suffisant. Oui, il y en a qui ont peur parce que déjà, ils craignent tout ce qui est milieu hospitalier maintenant. Dès que vous lui dites, vous allez venir passer une nuit ici, ils ont peur parce qu'ils craignent d'attraper le virus dans le centre médical, vous comprenez? Il y a des gens qui ont peur, c'est un peu comme ils ont peur d'aller à la cantine, maintenant ils ont tout ce qui est hôpital, maintenant fait peur. Il y a déjà cette peur-là. Et d'autres ont peur qu'ils deviennent dépendants des traitements médicamenteux qu'on pourrait leur proposer, que leur sommeil devienne dépendant des médicaments. Voilà, donc il faut essayer de bien expliquer et de rassurer le malade que même si bien des fois on est obligé de commencer par des traitements médicamenteux, ces traitements sont destinés à être réduits progressivement
Et progressivement, on laisse le sommeil naturel reprendre ses droits et on diminue les médicaments jusqu'au jour où on sera capable de les arrêter complètement et laisser le sommeil naturel reprendre l'entièreté de ses droits. L'autre conseil qui me tient à cœur, c'est de dire il faut désormais apprendre à respecter le sommeil. Okay? Nous passons le tiers de notre vie à dormir. Il ne faut pas considérer le sommeil comme un luxe. Il ne faut pas considérer le sommeil comme l'affaire des paresseux. Il faut respecter son sommeil. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de sommeil, ne pas faire pendant les heures de sommeil ou les heures qui sont destinées au sommeil des choses que l'on aurait dû faire pendant l'éveil. C'est-à-dire qu'on retrouve la personne qui travaille la nuit, qui étudie les dossiers, etc. Alors que c'est le moment de dormir. Okay? Il faut respecter le sommeil. Je pense que c'est le conseil fondamental. Il ne faut pas le prendre à la légère parce que c'est quand on le perd qu'on en apprécie la valeur. Ils ont tendance à jouer. Alors, ils ont tendance, les enfants, à dormir tard et à utiliser les gadgets électroniques, avec les écrans électroniques, de pianoter sur leur téléphone ou sur des micro-ordinateurs. Bref, d'utiliser ces objets électroniques-là. Et ces objets électroniques émettent des ondes lumineuses qui repoussent la sécrétion de l'hormone sommeil. Donc déjà l'enfant, de par sa nature, de par des remaniements des neurones qui se passent dans son cerveau, a tendance à faire un retard de phase, c'est-à-dire à dormir tard. Et lorsqu'il utilise encore l'électronique, il dort encore plus tard. Maintenant qu'ils sont en confinement, ils peuvent dormir à n'importe quelle heure et se lever à n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci. Mais l'école a repris, ça veut dire que si l'enfant dort tard, il devra se lever tôt. Parce que les écoles sont cadencées d'une certaine manière. À 7h30, les enfants doivent être en classe. Donc s'il dort tard, il se lève tôt, il s'en sort avec un déficit de sommeil, une privation de sommeil. Et qui va se répercuter par une baisse de la capacité d'apprentissage, par une somnolence diurne, par une fatigue diurne et même peut-être pas de céphalie.